L'industrie automobile française traverse une période de bouleversement sans précédent. Certaines marques sont d'ores et déjà condamnées, non pas par manque de talent ou d'histoire, mais par des choix stratégiques désastreux et une transition énergétique imposée par Bruxelles déconnectée des attentes réelles des consommateurs. Cette enquête décortique le cas de 6 marques automobiles qui risquent fort de disparaître d'ici 2027. 6 histoires différentes, mais un même constat terrifiant. L'électrification forcée et mal préparée peut tuer même les plus belles ambitions. De Fisker, déjà en faillite, à DS Automobile qui peine à justifier son existence, en passant par Opium qui vient d'abandonner ses rêves d'hydrogène, cette analyse révèle pourquoi ces constructeurs sont aujourd'hui en sursis. Imaginez-vous au volant d'une voiture de luxe qui refuse soudainement de démarrer, vous transformant en otage de votre propre véhicule. Commençons par Fisker, parce que c'est probablement l'exemple le plus spectaculaire de ce qui peut mal tourner quand on mise tout sur l'électrique et le numérique. La marque californienne, fondée par Henrik Fisker, avait pourtant tout pour réussir sur le papier. Le SUV Océan, avec ses lignes séduisantes et ses promesses technologiques, devait révolutionner le marché des véhicules électriques premium. Techniquement, l'Océan n'était pas ridicule. Disponible en plusieurs configurations, du sport au top de gamme extrême, il proposait entre 275 et 564 chevaux, selon les versions, avec une batterie de plus de 100 kWh fournie par CATL, le géant chinois. Les performances annoncées étaient honorables, avec une autonomie théorique dépassant les 600 km sur certaines versions. Fisker avait fait le pari du tout logiciel. Contrairement aux constructeurs traditionnels, qui gardent une base mécanique solide, l'Océan dépendait entièrement de ses serveurs pour fonctionner correctement. Chaque mise à jour, chaque fonctionnalité, chaque réparation passait par une connexion Internet permanente. Une approche qui peut sembler moderne, mais qui révèle sa dangerosité dès qu'un problème survient. Cette dépendance totale aux serveurs distants transforme chaque véhicule en terminal informatique roulant, vulnérable à la moindre défaillance du système central. La philosophie de Fisker reposait sur l'idée que la voiture de demain serait avant tout un smartphone sur roue. Cette vision séduisait les investisseurs et les technophiles, mais elle révélera rapidement ses limites dramatiques dans l'usage quotidien. Les premiers propriétaires découvrent que leur véhicule pouvait devenir totalement inutilisable pour des raisons purement informatiques, sans aucun lien avec les organes mécaniques traditionnels. Des problèmes, il y en a eu énormément. Les propriétaires d'Océan ont rapidement découvert que leur véhicule pouvait tout simplement refuser de démarrer à cause d'un défaut de la batterie 12 volts. Pas la grosse batterie de traction, non, la petite batterie auxiliaire qui alimente l'électronique. Quand elle tombait en panne, c'était l'immobilisation totale avec des messages d'erreur incompréhensibles et aucune solution de contournement. Cette panne, apparemment bénigne, devenait un cauchemar technologique pour des conducteurs habitués à des véhicules plus conventionnels. Le système de gestion électronique de l'Océan était tellement intégré qu'une simple défaillance de la batterie auxiliaire paralysait l'ensemble du véhicule. Impossible d'ouvrir les portes, impossible d'accéder au coffre, impossible même de déverrouiller le véhicule manuellement. Les propriétaires se retrouvent prisonniers de leur propre voiture ou bloqués à l'extérieur sans possibilité d'intervention. Pire encore, les systèmes d'assistance à la conduite se montraient capricieux, avec des alertes de freinage d'urgence qui se déclenchent sans raison apparente. Certains propriétaires ont vécu des situations dangereuses où le véhicule freinait brutalement sur autoroute sans aucun obstacle visible. Ce phénomène, qu'on nomme le freinage fantôme, touche certes d'autres constructeurs, mais Fisker n'avait pas les moyens techniques ni financiers de le corriger rapidement. Ces dysfonctionnements révèlent un problème fondamental de conception. Fisker avait externalisé la plupart de ses développements techniques, sans maîtriser réellement les interactions entre les différents systèmes. Conséquence directe, les ingénieurs de la marque ne pouvaient pas diagnostiquer efficacement les pannes complexes qui multiplieraient sur l'Océan. Le 21 juin 2024, c'est l'effondrement total. Fisker dépose le bilan. Selon le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, du jour au lendemain, les propriétaires d'Océan se retrouvent avec des véhicules orphelins. Plus de serveurs, plus de mise à jour, plus de support technique. Leur investissement de 45 à 70 000 euros se transforme en cauchemar juridique et financier. L'agonie de Fisker révèle une réalité terrifiante pour l'industrie automobile. Quand une marque traditionnelle disparaît, les véhicules continuent généralement de fonctionner pendant des décennies. Les pièces détachées existent, les mécaniciens savent réparer les systèmes, restent compréhensibles. Avec Fisker, c'est différent. La disparition de la marque équivaut à une obsolescence programmée immédiate pour tous les véhicules en circulation. La décote est abyssale.
Au Royaume-Uni, des océans neufs qui se vendaient entre 37 000 et 57 000 livres se bradent à 10 000, 15 000 livres aux enchères. Mais même à ce prix dérisoire, les acheteurs fuient massivement car ils savent qu'ils acquièrent un véhicule potentiellement inutilisable dès le prochain problème technique. Les assureurs commencent également à refuser de couvrir les véhicules Fisker d'occasion, sans support constructeur, sans pièces détachées garanties, sans réseau de réparation agréé. Ces véhicules représentent un risque financier inacceptable. Cette défiance des assureurs achève de rendre ces voitures invendables, même à des prix bradés. Contrairement à une voiture traditionnelle qui peut rouler des années même sans support constructeur, un véhicule connecté devient un tas de ferraille dès que les serveurs s'éteignent. Cette leçon dramatique devrait alerter l'ensemble de l'industrie automobile sur les risques de la surnumérisation des véhicules. Que vaut réellement une marque premium quand elle partage ses composants avec des voitures d'entrée de gamme ? Polestar, c'est l'histoire d'une marque créée de toutes pièces par Volvo et le chinois Geely pour surfer sur la vague premium électrique. Lancée en 2017, elle devait incarner l'avenir haut de gamme de l'électrique scandinave. Aujourd'hui, elle se trouve dans une situation critique qui pourrait bien la condamner d'ici 2027. La Polestar 2, première berline de série de la marque, n'est techniquement pas un mauvais véhicule. Avec ses moteurs développant entre 231 et 476 chevaux selon les configurations et ses batteries LFPS ou NMC selon les millésimes, elle offre des performances correctes. L'Union européenne a imposé en juillet 2024 des droits de douane anti-subvention sur les véhicules électriques chinois. Polestar, malgré son ADN supposément suédois et son appartenance au groupe Volvo, est directement visé par ces mesures protectionnistes. Le coût d'importation explose brutalement, rendant la marque encore moins compétitive. Ces droits de douane européens révèlent l'hypocrisie de la politique commerciale de Bruxelles. Pendant des années, l'Union européenne a encouragé les constructeurs à délocaliser leur production en Chine pour réduire les coûts. Maintenant, elle pénalise ces mêmes constructeurs qui avaient suivi les recommandations des dirigeants européens. La fin programmée des aides à l'achat électrique en France. Le bonus écologique classique s'arrête le 1er juillet 2025 et la hausse de la TVA sur l'électricité à 20% dès le 1er août 2025 renchérit significativement le coût d'usage des véhicules électriques. La Polestar 3 SUV, haut de gamme, avec ses deux moteurs développant entre 489 et 517 chevaux, devait relancer la marque sur le segment le plus porteur du marché automobile. Mais elle souffre déjà de problèmes techniques majeurs qui ternissent l'image de qualité scandinave. Des intrusions d'humidité dans les systèmes électroniques provoquent des défaillances multiples, obligeant les propriétaires à de longs passages en concession. Ces problèmes d'étanchéité révèlent des défauts de conception inquiétants pour une marque qui se positionne sur le premium. L'électronique haute tension des véhicules électriques supporte très mal l'humidité et les infiltrations d'eau. Quand ces systèmes tombent en panne, les coûts de réparation explosent rapidement, dépassant parfois 10 000 €. Highways représente parfaitement l'échec de la stratégie d'importation de véhicules électriques chinois bon marché en Europe. Cette marque, créée en 2017 à Shanghai, misait sur un positionnement accessible avec ses SUV électriques U5 et U6. Une approche séduisante en théorie, mais qui se heurte aujourd'hui à un mur réglementaire et économique devenu infranchissable. Techniquement, les Highways U5 et U6 ne sont pas des catastrophes industrielles. Ces SUV électriques à traction avant développent environ 204 chevaux, avec des batteries de 63 à 72 kWh selon les versions disponibles. L'autonomie annoncée oscille entre 400 et 500 km, des chiffres corrects pour le segment des SUV électriques familiaux. Le design extérieur, sans être révolutionnaire, respecte les codes esthétiques contemporains du SUV électrique. L'habitacle spacieux et modulable répond aux attentes des familles européennes, recherchant un véhicule électrique abordable. Sur le papier, cette proposition semblait cohérente pour conquérir une clientèle européenne sensible au rapport qualité-prix. Mais le premier coup fatal vient de l'effondrement de la filiale européenne d'Highways. En 2023, Highways Europe GmbH, basée en Allemagne, dépose le bilan, laissant les importateurs et distributeurs européens sans support technique ni commercial. Du jour au lendemain, le réseau de distribution devient fantomatique. La prévente disparaît progressivement. Les pièces détachées, importées directement de Chine, deviennent compliquées à obtenir pour les réparateurs européens, provoquant
provoquant des immobilisations de plusieurs semaines pour des pannes pourtant bénignes. Cette difficulté d'approvisionnement révèle l'absence de stock stratégique en Europe et la dépendance totale à la logistique chinoise. Le marché de l'occasion révèle brutalement la réalité économique des highways en Europe. Ces véhicules se revendent très mal, avec des décotes qui dépassent parfois 70% en 3 ans. Les acheteurs potentiels s'inquiètent légitimement de l'absence de réseau après-vente, des difficultés d'approvisionnement en pièces détachées et des coûts d'assurance majorés. Highways illustre parfaitement l'illusion de la compétitivité chinoise sur le marché automobile européen. Ce qui fonctionne remarquablement sur le marché domestique chinois s'effondre dès qu'il faut affronter les réalités complexes du marché européen. Les normes techniques strictes, le réseau de distribution coûteux et maintenant les barrières douanières protectrices rendent cette stratégie d'importation totalement non viable économiquement. Comment une marque peut-elle justifier un prix premium quand elle utilise la même plateforme qu'une citadine populaire ? DS Automobile, c'est l'histoire d'une ambition française parfaitement légitime, transformée en échec stratégique par l'obsession électrique imposée par les dirigeants de Stellantis. Créée en 2009 pour redonner à PSA une marque premium crédible, DS n'a jamais réussi à justifier véritablement son existence. Aujourd'hui, son basculement précipité vers l'électrique pourrait bien signer définitivement son arrêt de mort commercial. La DS3 Electric Tense, version 100% électrique de la citadine Premium, développe 156 chevaux avec une batterie de 50 kWh. Des performances honnêtes sur le papier, mais sans rien d'exceptionnel face à la concurrence électrique établie. Les DS4 et DS7 Electric Tense en versions hybrides rechargeables affichent respectivement 225 et 360 chevaux. Les versions hybrides rechargeables de DS révèlent une autre faiblesse technique préoccupante. L'électronique complexe de gestion de la batterie haute tension se montre particulièrement sensible aux variations de température, provoquant des erreurs système qui immobilisent complètement le véhicule. Ces pannes électroniques nécessitent souvent le remplacement de modules complets, dont les coûts hors garantie atteignent rapidement plusieurs milliers d'euros. Commercialement, DS s'enfonce dans une impasse stratégique majeure. La marque a annoncé une stratégie électrique only pour ses nouveaux modèles dès 2024, précisément au moment où le marché français du véhicule électrique recule significativement. Le premier semestre 2025 affiche une baisse inquiétante de 6,4% des immatriculations électriques en France. Cette erreur de timing commercial révèle la déconnexion totale des dirigeants de DS vis-à-vis des attentes réelles du marché français. Au lieu d'analyser les résistances françaises à l'électrique, DS persiste dans une voie que boudent massivement les consommateurs français. L'usine de Poissy, qui produit les DS3 et Opel Mokka, s'est arrêtée du 13 au 31 octobre 2025 pour cause de surstocks importants et de demandes insuffisantes. 2000 personnes en chômage partiel, production totalement stoppée pendant 3 semaines. Les signaux d'alarme sont au rouge écarlate. Sur le marché de l'occasion, la réalité économique rattrape brutalement DS Automobile. Les versions hybrides rechargeables et électriques se déprécient très rapidement, avec des décotes qui dépassent souvent 60% en 4 ans. Les acheteurs potentiels s'inquiètent légitimement des coûts de réparation électronique hors garantie. Le positionnement prix devient chaque jour plus intenable face aux marques premium allemandes parfaitement établies. Une DS4, même bien équipée, peine à rivaliser commercialement avec une BMW série 1 ou une Mercedes classe A d'occasion équivalente. Les clients premium français et européens exigent une légitimité historique et technologique que DS n'a jamais réussi à construire. DS Automobile illustre parfaitement l'échec des stratégies de création artificielle de marques premium sans substance technologique réelle. Cette tentative de premium de façade sans innovation substantielle ne peut pas rivaliser durablement avec des marques authentiques qui ont construit leur légitimité sur des décennies d'excellence technique. Alfa Romeo, c'est 113 ans d'histoire automobile passionnante, des victoires légendaires en course, une passion italienne incarnée dans le métal et la mécanique depuis plus d'un siècle. Voir cette marque mythique sombrer progressivement dans les errements de l'électrification forcée relève presque du sacrilège industriel et culturel. Pourtant, les décisions stratégiques récentes de Stellantis pourraient bien condamner définitivement le bichonnet légendaire d'ici 2027.
Le tournant dramatique se dessine avec le Tonale, ce SUV compact censé moderniser et rajeunir la gamme Alfa Romeo pour les nouvelles générations. Disponible en version mild hybride et hybride rechargeable, avec une puissance de 280 chevaux pour la version top de gamme, il devait séduire une clientèle plus jeune tout en préservant l'âme sportive de la marque. Mais ce compromis révèle finalement l'impossibilité de concilier l'héritage Alfa Romeo avec les contraintes de l'électrification moderne.